Bienvenue dans un nouvel épisode de True Crime Cases. Nous abordons aujourd'hui une affaire glaçante survenue dans les montagnes paisibles de Dublin, Irlande. En septembre 2013, Magali Vernet, dresseuse de chiens expérimentée, promenait ses chiens dans une région qu'elle connaissait bien. L'un de ses chiens avait une habitude particulière. Il s'absentait souvent lors des promenades et revenait avec des os. Au début, Magali a pris cela pour des os d'animaux. Mais le 13 septembre 2013, le chien est revenu avec plus que de simples os. Cette fois, il avait des os accompagnés de vêtements. Choquée par ce qu'elle avait découvert, Magali a contacté le propriétaire du terrain, Frank Doyle. Accompagnés d'une autre personne, ils sont retournés dans la zone et ont suivi le chien jusqu'à une clairière isolée. Là, ils ont découvert une scène horrifiante. Des os mâchés et dispersés partout, dont des fragments de cage thoracique et une mâchoire. Ils ont aussitôt prévenu les autorités. La forêt autrefois paisible fut rapidement transformée en une scène de crime animée. Des experts médico-légaux ont confirmé que les os étaient humains, et peu de temps après, les dossiers dentaires ont permis d'identifier les restes comme étant ceux d'Hélène O'Hara, une travailleuse irlandaise de la petite enfance portée disparue depuis plus d'1 an. À présent, rejoignez-nous alors que nous examinons sa mort, tragique et prématurée, dans une affaire considérée comme l'un des crimes les plus choquants de l'histoire irlandaise. Hélène O'Hara est née le jour de la Saint-Patrick, le 17 mars 1976. Réputée pour sa gentillesse et son profond intérêt pour la garde d'enfants, Hélène incarnait la résilience et la détermination. Malgré le harcèlement qu'elle a subi pendant ses années scolaires et les problèmes de santé mentale qu'elle a rencontrés dès l'adolescence, Hélène est restée déterminée à avoir un impact positif dans le monde. Elle s'est consacrée à son rôle d'assistante en garde d'enfants et poursuivait ses études en suivant des cours du soir dans le but de devenir enseignante Montessori. Elle a fait preuve d'un engagement constant dans son travail malgré les autres difficultés qu'elle a rencontrées dans sa vie. Hélène a rencontré divers problèmes de santé, dont asthme, diabète et dyslexie. Elle a également rencontré d'importantes difficultés de santé mentale, ce qui a entraîné de fréquentes hospitalisations pour des traitements psychiatriques. De plus, Hélène a dû faire face à la perte de sa mère, une épreuve importante qu'elle a affrontée avec courage. Bien que beaucoup puissent considérer la vie d'Hélène O'Hara comme remplie d'épreuves, elle les affrontait chaque jour avec ténacité et détermination. Par une fin d'été, le 22 août 2012, Hélène O'Hara a disparu sans laisser de traces. Elle a laissé derrière elle ses effets personnels, son sac, son portefeuille et son téléphone portable dans son appartement, comme si elle sortait juste pour un instant. Son dernier lieu connu, le cimetière de Shanganagh, qu'elle visitait souvent pour se rapprocher de sa mère défunte. Sa voiture a été retrouvée abandonnée près de là et un jogger l'a vue marcher seul vers la mer. Compte tenu de ces circonstances, cela semblait être un cas déchirant de suicide. Mais un détail ne collait pas. Les caméras montraient Hélène quittant son appartement avec un autre téléphone. Cette preuve déconcertante laissa les enquêteurs perplexes, transformant ce qui semblait être un suicide en un mystère à résoudre. La question restait, qu'est-il arrivé à Hélène O'Hara ? L'enquête sur la disparition d'Hélène fut une entreprise colossale qui mobilisa 3 commissariats et nécessita des milliers d'heures de travail. Les autorités ont lancé une vaste opération de recherche, fouillant le parc, le cimetière et les environs. Ils ont aussi lancé des appels à témoins, espérant que quelqu'un ait vu ou entendu quelque chose menant à Hélène. Malgré ces efforts, l'enquête a stagné. L'affaire est devenue une affaire classée, et la famille d'Hélène est restée dans un état d'incertitude douloureuse. Cependant, les enquêteurs ne se sont pas laissés décourager. Ils ont analysé la vidéosurveillance, examiné de nombreux appareils et suivi des centaines de pistes. Dans un étrange retournement du destin, près d'1 an après la disparition d'Hélène O'Hara, le 10 septembre 2013, une découverte stupéfiante a été faite. 3 jours avant la découverte du corps d'Hélène, William Figgin et son frère ont vu un sac immergé dans le réservoir de Vartry, comté de Wicklow.
Habituellement, l'eau dissimulerait tout objet sous sa surface. Mais cette année-là, une chaleur inhabituelle fit baisser son niveau, révélant des secrets enfouis. Dans le sac, ils ont trouvé une collection troublante. Menottes, vêtements, bâillons-boules et liens de contention. Dès le lendemain, les frères ont remis ces découvertes troublantes aux autorités qui ont immédiatement lancé de nouvelles investigations dans la région. Moins d'une semaine plus tard, le 16 septembre, les enquêteurs ont déterré d'autres objets glaçants. Des menottes supplémentaires, des clés, un masque, un inhalateur et une chaîne avec un anneau. Une carte de fidélité d'un magasin local retrouvé a été identifiée comme celle d'Hélène O'Hara. Les jours suivants, 2 portables Nokia, des batteries et une paire de lunettes de soleil ont été trouvés. L'ordonnance des lunettes de soleil correspondait au dossier d'Hélène O'Hara dans une succursale locale de Specsavers. L'un de ces Nokia pourrait-il être celui vu sur les images de vidéosurveillance le jour de sa disparition? L'inhalateur appartenait-il à Hélène? A-t-elle été menottée ou attachée? Pourquoi y avait-il 2 Nokia et quelqu'un a-t-il retiré les batteries? Les preuves de plus en plus nombreuses indiquaient clairement un acte criminel, mais comme les enquêteurs allaient le découvrir, la vérité peut souvent dépasser la fiction. Les révélations choquantes qui les attendaient étaient au-delà de tout ce à quoi ils auraient pu se préparer. Il semblait que les racines de la chute d'Hélène avaient été plantées bien avant sa disparition. Fin 2007, les enquêteurs ont découvert qu'O'Hara fréquentait Alt.com, un site fétichiste pour adultes, explorant les recoins obscurs d'Internet. Sous le pseudonyme Help Me Learn 36F, elle était tombée sur le profil d'Architecte 72, un personnage mystérieux lié à un compte Gmail nommé Fetish Boy. En suivant les traces numériques, un tableau inquiétant se dessinait. Cette rencontre en ligne, apparemment anodine, s'était transformée en une relation sexuelle tumultueuse, empreinte de bondage, violence et couteaux. L'intensité de leur relation est restée constante en 2008 puis a vite diminué. Fetish Boy a été identifié grâce à son adresse Gmail comme étant Graham Dwyer, un homme qui, sous le vernis de sa vie professionnelle d'architecte, cachait de sombres secrets. Il a été révélé qu'en mars 2011, Dwyer avait repris contact avec O'Hara via un portable prépayé et lui en avait donné un autre. Ces téléphones, tous 2 des modèles Nokia, étaient ceux retrouvés près du réservoir de Vartry, et malgré le temps écoulé et l'exposition aux éléments, ils étaient miraculeusement encore fonctionnels. Les téléphones portaient des noms qui reflétaient de la dynamique de leur relation. Le téléphone de Dwyer était nommé Maître, tandis que celui d'O'Hara était étiqueté Esclave. Mais avant d'approfondir leur relation, il est crucial de comprendre l'homme derrière ce surnom de Maître. Qui est Graham Dwyer? À Fox Rock, quartier résidentiel du sud de Dublin, vivait un homme qui semblait incarner la réussite et la respectabilité. Graham Dwyer de Bandon était un architecte réputé, employé dans un cabinet prestigieux de Baggot Street à Dublin. Il avait un œil avisé pour le design, ayant contribué à la rénovation et à la réhabilitation d'un cottage avec son épouse. Ses collègues du cabinet d'architecture admiraient de sa perspicacité professionnelle. Il aimait le vélo tout-terrain et acheter des voitures, surtout une Porsche 911.1. En apparence, il était un professionnel accompli et un homme de famille. Il avait 3 enfants, 2 avec Gemma et un d'une précédente relation. Sa vie de famille donnait l'image de la normalité. Cependant, il fantasmait aussi sur poignarder des femmes pendant l'acte sexuel. La vérité troublante sur Graham Dwyer, dont le secret l'a mené à un crime ayant bouleversé le pays. La récupération des Nokia fonctionnels a révélé un véritable trésor de preuves. À l'intérieur se trouvaient des centaines de messages échangés entre le maître et l'esclave, identité ensuite attribuée à Graham Dwyer et Hélène O'Hara. Hélène, en proie à ses démons intérieurs, a découvert le bondage, discipline, domination, soumission, sadomasochisme vers 2007, en raison de ses traumatismes vécus durant sa petite enfance.
Cela lui permettait de se sentir désiré et de créer un lien avec quelqu'un qui pouvait lui offrir amour et acceptation. Hélas, son parcours l'a conduite sur un site adulte extrême et vers un prédateur cherchant à l'exploiter pour ses fantasmes. Leur relation présentait une dynamique de pouvoir troublante. Graham, exigeant d'être appelé monsieur, imposait à Hélène une obéissance totale, allant jusqu'à la menacer de mort. Malgré les objections d'Hélène concernant le sang, la fixation de Graham sur le sang et les coups de couteau est devenue un thème récurrent dans leurs échanges. Prisonnière de ce monde sombre, Hélène ne pouvait échapper aux fantasmes de Graham. Elle confia ses peurs à son amie, Rosetta. Rosetta supplia Hélène de dénoncer Graham aux autorités. Cependant, Hélène refusa, affirmant qu'elle ne voulait pas causer de détresse à la femme et aux enfants de Graham en dévoilant son sombre secret. Le 17 octobre 2013, moins de 5 semaines après la découverte des restes d'Hélène O'Hara dans les montagnes de Dublin, un spectacle inattendu se déroula dans le quartier paisible de Foxrock à Dublin. Graham Dwyer, architecte discret, a été arrêté chez lui. Prévenus de l'arrestation, les médias ont envahi les lieux, filmant chaque instant de cet événement choquant. Dwyer, placé en garde à vue en lien avec le meurtre d'Hélène O'Hara, s'est retrouvé sous les projecteurs à l'échelle nationale. La frénésie médiatique s'est intensifiée à mesure que les détails de l'affaire commençaient à émerger. Des journalistes et des équipes de tournage campaient devant la maison de Dwyer, leur présence étant un rappel constant du drame en cours. Dans le sillage de l'arrestation, les médias ont continué à jouer un rôle central. Des informations sur l'affaire étaient souvent divulguées à la presse, une démarche qui a ensuite été critiquée par les enquêteurs. Lors du procès, l'accusation a décrit un homme usant de son pouvoir et de la manipulation pour contrôler sa victime. Dwyer a envoyé à O'Hara une série de messages. Il l'a menacé d'une lourde punition allant jusqu'à la poignarder pour avoir tenté de se suicider sans lui. Il lui a ordonné de laisser son iPhone à la maison, de garer sa voiture à un endroit précis, de traverser un pont ferroviaire et d'attendre au bord de la rive. Dans un échange, il a envoyé un message à Hélène. « Je préférais quand tu me laissais planter mon couteau en toi. Tuer est mon nouvel objectif et j'en suis capable. Et nous aurons tout. » Ces mots glaçants révèlent un homme qui considérait ses désirs violents comme un objectif à atteindre. Un homme pensant pouvoir tout prendre sans conséquence. De l'autre côté, Hélène O'Hara, en proie d'un à des troubles mentaux, est piégée par la manipulation de Dwyer. Incapable de dire non et cherchant juste une oreille attentive. On imagine la peur et la confusion qu'elle a dû ressentir en lisant ces messages. Pourtant, vulnérable, elle a été attirée dans le monde sombre de Dwyer, sans pouvoir lui échapper. L'accusation a déclaré qu'il avait commis l'acte sur une montagne, puis qu'il avait ensuite mis en œuvre sa stratégie de dissimulation. Alors que la défense soutenait que les messages et documents trouvés sur le disque dur de Dwyer n'étaient rien d'autre que des fantasmes, malgré les arguments de la défense, le jury a déclaré Dwyer coupable. Il a été condamné à perpétuité. Le juge a déclaré que Dwyer, père de famille marié, avait pris mademoiselle O'Hara pour cible afin de satisfaire ses désirs déviants. Au moment où le jury a annoncé le verdict de culpabilité, la salle d'audience est tombée dans un silence profond. Le poids de ces mots pesait dans l'air. La famille d'Hélène était présente en salle d'audience. Leur visage exprimait à la fois soulagement et tristesse. Les larmes montaient à leurs yeux alors qu'ils s'enlaçaient, témoignage silencieux de leur longue épreuve. La réalité du verdict a apporté un sentiment de clôture, mais la douleur de leur perte demeurait. De l'autre côté, la famille de Dwyer a dû affronter les actes monstrueux d'un membre de leur famille. Gemma, son épouse, a publié un communiqué sur le verdict et demandé le respect de la vie privée de sa famille. Elle a transmis les condoléances de sa famille à la famille O'Hara. Derrière les barreaux, Dwyer a réfléchi aux conséquences de ses actes. Architecte autrefois respecté, il était tombé en disgrâce de façon horrible. Ses désirs pervers avaient non seulement conduit à la perte d'une vie innocente, mais aussi détruit la sienne. Refusant d'accepter son sort, Dwyer a fait appel de sa condamnation pour de nombreux motifs. Parmi ceux-ci figurait l'admissibilité des preuves issues des données de téléphonie mobile,
La cour d'appel a toutefois rejeté son appel sur tous les points. Les preuves contre lui étaient accablantes et ses tentatives pour les discréditer ont échoué à la date du documentaire. L'impact du procès a dépassé Dwyer et Helen. Leurs familles ont été plongées dans un tourbillon de choc et de chagrin. La famille d'Helen a dû faire face à la perte d'un être cher dans des circonstances aussi horribles, tandis que la famille de Dwyer a dû accepter les actes monstrueux d'un membre de leur famille. À la suite du procès, la communauté s'est rassemblée, leur chagrin collectif forgeant un lien d'empathie et de compréhension. L'affaire a lancé un débat sur la sécurité en ligne et la protection des personnes vulnérables. Alors que nous réfléchissons à la tragique affaire d'Helen O'Hara, il y a plusieurs leçons à tirer. La première est l'importance de la vigilance dans nos interactions en ligne. Internet, bien qu'il soit un outil puissant pour se connecter, peut aussi être une plateforme pour ceux qui ont de mauvaises intentions. Il est crucial d'être conscient des dangers potentiels et de prendre des mesures pour nous protéger. La deuxième leçon est l'importance de la sensibilisation à la santé mentale. Les problèmes de santé mentale d'Helen l'ont rendue plus vulnérable à la manipulation de Dwyer. Une meilleure sensibilisation et compréhension des problèmes de santé mentale, ainsi que de meilleurs systèmes de soutien, sont nécessaires pour aider ceux qui rencontrent des difficultés. Enfin, cette affaire rappelle la persévérance et le dévouement des forces de l'ordre, qui travaillent sans relâche pour traduire les auteurs en justice. Les enquêteurs de l'affaire d'Helen ont suivi chaque piste, même minime, ce qui a mené à la condamnation de Dwyer. Avançons en gardant Helen O'Hara dans nos cœurs. Que son histoire nous inspire à être plus compatissants, plus vigilants et plus solidaires les uns envers les autres. Face à l'obscurité, efforçons-nous tous d'être un phare de lumière.